j'ai rencontré des athlètes dans divers sports qui préparent les Jeux Olympiques, qui vont ramener des médailles d'or à l'équipe de France et qui ont du mal à finir les fins de mois. Le droit des femmes est tout le temps remis en question. Alors, vous posez un vrai sujet, et je pense que c'est bien qu'on puisse l'aborder ce matin. Là encore, vous êtes joueuse professionnelle, vous avez cette chance, et vous avez évidemment beaucoup travaillé pour cela, mais il y a beaucoup d'athlètes féminines dans bien des domaines, on est à 400 jours des JO, qui s'interrogent sur comment on fait, parce que quand on voit leur salaire, quand on voit le partage des tâches, c'est pas si simple, quand on est salarié d'une entreprise, de pouvoir aller travailler, de pouvoir gérer tout, et quels que soient les sujets à gérer, beaucoup alertent là-dessus. Parce que si on veut faire progresser le sport féminin, il y a nécessité quand même que les pouvoirs publics donnent les bonnes conditions pour pouvoir le faire. C'est un combat, ça, quand même. C'est complètement vrai, c'est vraiment un combat. C'est vrai que pour moi, c'est un choix politique au niveau éthique. Oui, le sport féminin, pour l'instant, ne rapporte pas autant que le sport masculin, mais je pense qu'il y a une possibilité de partage aussi des ressources, parce que c'est important au niveau de l'éducation, important au niveau des enfants pour l'identification. Enfin, c'est un rôle tellement important qu'effectivement, quand j'ai rencontré des athlètes dans divers sports qui préparent les Jeux Olympiques, qui vont ramener des médailles d'or à l'équipe de France, enfin à la France, et qui ont du mal à finir les fins de mois. Donc c'est vrai qu'en France, le sport et le sport féminin n'est pas assez mis en valeur. Et c'est pour ça aussi qu'il est important que les joueuses ou les anciennes joueuses comme moi s'engagent dans diverses, à la fédération, au CNOSF, dans les syndicats des joueurs et des joueuses pour faire évoluer les choses, parce que je pense qu'on est les premières à pouvoir défendre nos causes. Le mot a été évoqué tout à l'heure, c'est le mot de la reconversion. Ça aussi, si vous permettez de l'aborder, parce que, alors, on n'est pas en train de faire un débat sur le sport féminin au sens large, mais c'est un sujet important qui, à mon avis, aussi porte sur cette thématique, la reconversion. Quand on a été athlète de haut niveau, quand on a, en effet, rapporté des médailles, et quand on a incarné la France, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je deviens derrière, et comment j'arrive à travailler autrement que dans le sport. Bien sûr, je suis en plein dedans justement. C'est pour ça pendant ma reconversion. Voilà, j'ai arrêté ma carrière depuis le mois de janvier, donc je suis en plein dedans. Je prépare un diplôme justement de manager général de club sportif professionnel au CDES de Limoges. On est 2 femmes sur 20 monsieur, donc c'est sûr que il y a aussi un effet où les femmes n'osent pas rentrer dans ce type de formation, dans ce type d'école. On ne se sent pas légitime, il y a quelque chose derrière. C'est pas évident, je siège dans des instances à la fédération où il y a 40 hommes, où je suis la seule femme à pouvoir prendre la parole. Donc c'est sûr qu'il faut avoir un certain, je ne vais pas dire du courage, mais voilà, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir prendre la parole devant ces assemblées. Mais c'est très important, la reconversion est très importante. Après, c'est sûr que nous, on n'a pas eu des carrières, on a été professionnels à l'âge de 12-13 ans, où on a été mis dans des centres de formation, etc. Donc, on n'est pas non plus en décalage avec la vraie vie, ce qu'on appelle. On a fait des études, mais la reconversion est très importante, surtout mentalement, parce que de passer, voilà, d'une joueuse internationale où on nous explique tout ce qu'on doit faire toute la journée, on a un planning, où on suit, où on a une compétition, une Coupe du Monde, etc. Et puis d'un coup, de se retrouver à devoir gérer sa vie normale, il y a tout aussi quelque chose de psychologique et un aspect où il faut accompagner les joueurs pour que ça se passe de la meilleure des façons. Vous parliez d'incarnation et d'exemplarité. Voilà un bel exemple. Merci que vous nous livrez ce matin. Dipti Chander, président de l'association EMA, l'organisation mondiale, c'est ça, à but non lucratif qui promeut la diversité dans la technologie. Alors, dites-nous comment vous opérez cette promotion de la diversité dans la technologie. Oui, alors on a différents programmes, donc notamment je vais en aborder un qui s'appelle Codez chez vous, Codatome, qui permet donc à n'importe quel enfant se trouvant en France, à l'étranger, donc en Asie, en Afrique, aux États-Unis, de pouvoir apprendre le code gratuitement. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça a été rappelé tout à l'heure dans l'e-sport, mais dans les métiers de la tech également. Donc je parle des métiers qui sont techniques, donc les métiers de développeuses, développeurs, les métiers où on va créer ces outils, ces applications, ces logiciels. Donc ces métiers sont aujourd'hui malheureusement très peu diverses et c'est tout le rôle d'EMA,
c'est de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans la tech. Et donc l'objectif de ce programme, c'est déjà de commencer par donner les compétences techniques dès le très jeune âge. On s'est rendu compte sur ce programme qui est à destination des 8 à 12 ans et 13 à 18 ans, c'est que sur les 8 à 12 ans, les populations, donc les enfants de 8 à 12 ans, ne sont pas encore biaisés par toutes ces informations qui nous arrivent à travers les réseaux sociaux, Internet ou notre écosystème, que les métiers de la tech sont réservés pour les hommes ou pour une population restreinte. Et on se rend compte, plus on passe à l'âge donc des 13 à 18 ans, les jeux sont déjà faits. Malheureusement, les biais sont installés et ça devient beaucoup plus difficile de les retirer. Donc c'est pour ça qu'on va forcément travailler sur ces deux axes-là. Et je rappelle donc sur le contexte, j'ai plus toutes les chiffres en tête, mais les métiers de la tech, donc on est autour de environ 15% de diversité et de femmes dans l'IT. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que vous êtes développeur, c'est ça? Développeuse, oui. Absolument développeuse, pardon. Donc comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez embrassé cette carrière et ce parcours? Alors moi j'ai toujours voulu aller dans la tech. Dès ma quatrième, ma troisième, j'ai commencé un peu à manipuler à l'époque l'ordinateur de ma sœur, puisqu'elle était en médecine, donc elle suivait les cours à distance de temps en temps. Et donc lorsqu'elle décidait de faire une pause de quelques minutes, je lui demandais de me laisser son ordinateur et je faisais des retouches photos de famille. Donc à l'époque alors, à l'époque, bon, je ne suis pas très, très vieille, mais je veux dire qu'on avait le Windows qui permettait de faire des diaporamas avec l'ancienne version. Donc, je faisais des photomontages et donc avec les effets un peu, la photo disparaissait, la photo réapparaissait. Donc, je trouvais ça tellement magique, incroyable. Et donc, aujourd'hui, maintenant que, en plus, je travaille à côté chez Google Cloud, donc la boîte qui impacte le monde, donc je connais très bien la tech. Et avec le recul, je me rends compte que, en fait, c'est rien du tout ce qui me faisait rêver, mais c'était ce déclic-là donc, qui m'a permis donc, de rejoindre une école comme Epitech. Donc j'ai fait mon bac plus 5 à Epitech, mais ce qui a été l'élément déclencheur, parce que moi je ne me posais pas la question, on parle beaucoup de la thématique, est-ce que les métiers ont un genre? Arrivé en terminale, c'est vrai que moi j'ai pas forcément eu le soutien de l'école, de ma conseillère, qui m'a surtout découragée, parce qu'elle estimait que ces métiers étaient réservés pour les hommes. Et donc, c'était important pour une femme d'aller dans un métier dans lequel elle était capable de réussir. Donc, ça, c'était un message très important qui m'a marquée. Et je pense que c'est bien qu'elle me l'ait dit, puisque ça m'a marqué dans le sens inverse. Lorsqu'on me dit de ne pas faire quelque chose, je vais aller le faire. Donc je vais aller faire tout l'opposé, justement pour démontrer que non, si mes intentions sont bonnes et que ma voix est bonne, je peux réussir à aider la société et à la fois faire des choses incroyables. Et donc je suis allée à Epitech, et en fait c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte de ce que cette conseillère voulait essayer de me dire, puisque sur des promos de 500 développeurs, il y avait qu'une dizaine de filles développeuses. Donc moi, en plus, comme je l'ai dit, je suis basée à Paris, donc ma promo, on était 500 et 10 filles. Et c'est là qu'on fait face à la réalité, à la triste réalité. Et tout à l'heure, tu parlais de caractère ou d'oser. C'est là où j'ai dû créer ce caractère-là. Parce que moi, ça paraît pas comme ça. J'étais toujours dans la classe, au collège et lycée, silencieuse. Je n'aimais pas me faire remarquer. Et en fait, arriver dans la tech, il faut se faire remarquer. Et on n'a pas le choix que de réussir. Et moi, avec mes origines et mon parcours, je n'avais juste pas le choix que de réussir dans la tech. Et donc, est-ce que les métiers ont du genre? Alors, si Olivier, un jour tu codes avec moi et que tu envoies une instruction à un ordinateur et que moi j'envoie la même instruction, il exécutera de la même manière. Donc, les métiers et les ordinateurs n'ont aucun genre, c'est nous-mêmes qui leur imposons des genres. Merci Dipti. Une petite question sur la France et l'étranger, puisque vous avez évoqué cette association EMA qui travaille, en tout cas qui œuvre, pardon, sur les deux sujets, français et international. On voit bien ce matin qu'il y a beaucoup d'avancées parce qu'il y a un travail collectif sur le terrain qui est conduit, donc la France avance, on a encore du travail, mais ça avance plutôt bien. Comment ça se passe ailleurs ?
en Asie, aux États-Unis. Est-ce que ces questions-là, je parle des assises régionales de la féminisation, ça existe ailleurs, ou en tout cas dans le même type, c'est-à-dire qu'on se pose les mêmes questions, et comment on traite ça? Alors, aucun pays n'a atteint la diversité en termes sur les sujets tech. Par contre, il y a des pays, et surtout, donc, je vais parler de l'Asie, pour lequel j'ai beaucoup voyagé, et on a un gros programme, donc celui de Coder chez vous, Codatom. Donc si je mets l'accent sur les femmes, donc moi je veux vraiment qu'on rappelle à Emma, on travaille vraiment sur la diversité, donc l'handicap, le gender, l'insertion professionnelle, etc. Mais mettons l'accent sur le gender, on se rend compte qu'en Asie, les femmes voient la tech comme une situation, une porte de sortie de ces difficultés-là. Vous mettez ces femmes-là dans les mêmes situations et dans le même contexte dans lequel nous on se trouve ici en France, elles vont faire des choses incroyables. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont dans une situation où on ne va pas forcément leur apporter les choses. Elles ont une culture qui leur pèse. Elles ont tout un tas de facteurs qui fait que leur droit des femmes est tout le temps remis en question. Ça l'est aussi en France, hein. On le sait très bien. Mais elles ont cette conscience-là parce qu'elles ont pas toutes ces choses-là. Et elles sont beaucoup plus présentes dans la tech. Je ne dis pas que sur des métiers de direction, dans la tech ou de CEO, etc., mais plutôt sur des métiers qui sont support, puisqu'elles utilisent ces métiers-là pour gagner de l'argent et être indépendantes. Merci, les petits Chander. Bérangère Pouillet, je voudrais que vous preniez la parole, s'il vous plaît. Vous représentez Capgemini, vous le disiez tout à l'heure. Alors là aussi, hein, les grandes entreprises, les plus petites, toutes, s'investissent évidemment sur le sujet. Vous avez deux axes principaux sur lesquels s'articule finalement votre action autour des femmes. Oui, effectivement, deux axes principaux. Un, c'est déconstruire les stéréotypes et les représentations pour justement amoindrir cette notion de genre dans les métiers, puisque les métiers n'ont pas de genre. On le voit d'autant plus dans le domaine du numérique depuis ce matin. Et puis aussi déconstruire les stéréotypes à tout niveau de responsabilité, puisqu'il y a cette question aussi de la représentation des femmes dans la direction. Et puis un deuxième axe, c'est sur l'accompagnement des carrières au féminin. Et finalement, dans carrière pour les femmes, il y a bien entendu la carrière professionnelle, mais la carrière aussi en tant que femme, en tant que maman, qu'on doit concilier et prendre en considération en tant qu'entreprise aussi. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez détailler ce que vous faites en interne, ce que vous projetez en externe, parce que ce sont évidemment des actions très complémentaires, peut-être sur l'interne. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec nos confrères Sopra, Adèle, qui sont similaires, le réseau Women at Capgemini, où il n'y a pas que des hommes, des femmes, pardon, bien entendu des hommes, voilà, lapsus, qui sont ambassadeurs et qui œuvrent pour la féminisation de nos métiers. Ça va aussi avec des actions avec nos partenaires, Elle Bouge, Emma, etc. Il y a le mentorat, il y a le parcours de coaching, c'est hyper important pour nous, c'est proposer des formations dédiées aux femmes pour intégrer aussi leurs spécificités, pour vaincre l'autocensure, pour les aider à concilier les temps de vie entre leurs différentes vies aussi, maman, femme et professionnelle. Et puis instaurer des rôles modèles dans tout niveau de métier et tout niveau de responsabilité. On fait également des podcasts en interne, et j'aimerais aussi rebondir sur les différentes interventions. On travaille énormément aussi sur le sexisme ordinaire. Ça paraît anodin, mais finalement, quand on voit au quotidien, dans les équipes projets, allez les gars, forcément, consciemment ou inconsciemment, la place de la femme est remise en cause. Et donc, du coup, c'est pas forcément mal intentionné par les personnes qui le disent, mais du coup, on sensibilise énormément tout l'ensemble de nos équipes, quelle que soit la strate, à ce type de sexisme ordinaire, pour favoriser finalement et avoir un terrain propice à l'émancipation de la femme dans nos métiers, dans leur ascension, ce qui est très important pour pérenniser en fait les femmes dans nos métiers du numérique. Il y a aussi en externe, on fait plusieurs
plusieurs actions sur les relations d'école, sur aussi, on va aller chercher des femmes dans les reconversions professionnelles au travers des POI, au travers le travail avec Pôle emploi. Donc il y a vraiment plusieurs actions qui finalement ouvrent le débat sur aussi bien le genre qui est important, mais finalement la diversité avec un grand D dans nos métiers pour aller chercher du coup des femmes, que ça soit dans les différents milieux sociaux, que ça soit dans les différentes cultures aussi, c'est hyper important, dans l'âge. Les métiers de la tech, on dirait c'est plutôt pour les jeunes, surtout sur les nouvelles techno, mais finalement non. Et c'est là aussi on va trouver des femmes en reconversion plus âgées et qui sont intéressées parce qu'elles ont les aptitudes et les compétences. Il faut savoir aussi que le métier du numérique, les métiers n'existent pas encore. Donc il y a vraiment toute la latitude et vraiment la place à des personnes qui ne connaissent pas le métier de l'IT. Et dans des filières scientifiques, IT, ingénierie, où il y a beaucoup moins de femmes. Comment s'est installée au sein de Capgemini cette révolution, c'est-à-dire évidemment des mentalités, parce que là aussi il y a les décisions, il y a les ambitions, il y a les projets, et si ça ne change pas dans les esprits, ça prend un peu plus de temps que prévu. Oui, effectivement. Alors cette prise de conscience qu'on est un grand groupe, qu'on est un secteur incontournable du secteur de l'IT, coté en bourse, donc on a une responsabilité sociétale forte qui est présente dans nos objectifs et dans nos priorités à tout niveau. On objective aussi nos managers aujourd'hui sur ces questions-là de la diversité. Donc forcément, ça aide. Oui, forcément. Donc voilà, c'est vraiment un changement de prisme et puis accompagner nos clients du coup sur cet aspect-là avec des leitmotivs et vraiment un accompagnement au-delà des systèmes d'information ou du conseil en organisation sur ces questions de diversité. Mais ça veut dire aussi qu'il y a autant de chefs de service, patrons, de direction, d'hommes et de femmes. Il y a une parité qui a été installée dans les directions. Ou est-ce que ça c'est un programme interne qui s'installe? C'est en cours. C'est en cours, d'accord. Oui, on n'est jamais encore satisfait. Bien sûr. Mais effectivement, on veille en fait à ce que nos processus et finalement le quotidien remettent en cause nos décisions, notre manière de fonctionner pour veiller à la représentativité des femmes à tout niveau de responsabilité. Merci beaucoup Bérangère Poyer. Michel Tisser, je voudrais évidemment qu'on évoque avec vous cette question autour de la thématique qui nous réunit ce matin. Les métiers ont-ils un genre? Peut-être évoquer la féminisation des métiers judiciaires, magistrats et avocats, avec peut-être un peu d'historique, parce que là aussi ça s'est installé dans le temps. Alors oui, ce qui est très amusant, c'est que la question du genre dans les métiers du droit et de la justice n'était pas tellement une question de mentalité, mais une question d'accès purement législatif. C'est-à-dire que pendant des siècles, les femmes n'avaient pas le droit ni d'être magistrats, ni d'être avocats. Et on a commencé par les avocats, où le texte qui a permis aux femmes qui avaient fait la fac de droit d'être avocateux, et on ne disait pas avocateux du tout à l'époque. C'est un texte du 1er décembre 1900, avec deux femmes icônes de l'époque, Jeanne Chauvin et Sonia Olga Petit, qui ont prêté serment en 1900, mais elles ont prêté serment, elles n'ont pas vraiment exercé, puisqu'il a fallu attendre les années 40-50 pour que vraiment des femmes puissent exercer le métier d'avocat. Quant aux magistrats, avant 1946, aucune femme ne pouvait être juge. Et c'est assez extraordinaire parce que, et c'est pas non plus neutre dans le vocabulaire qu'on voit, y compris dans les textes, homme de loi, femme de loi, déjà ça fait un peu louche. Homme de loi, quand on regarde dans le code civil, c'est exercer, travailler en bon père de famille. Alors la bonne mère de famille, ça fait tout de suite un peu... quoi, voilà. Et donc c'était déjà cette historique qui a été particulier, et paradoxalement on est passé d'une difficulté croissante à accéder à la fois aux formations à l'université tout simplement, et aux métiers de conseil et de défenseur difficilement, et inversement à partir des années 80 seulement, on a vu une inversion des populations d'hommes et de femmes dans les métiers du droit, avec depuis quelques années, et depuis les années maintenant 2009 en France par exemple au niveau du barreau, on a à partir des années 2009-2010 une inversion de la majorité. Il y a aujourd'hui 60% de femmes avocates, 70% de femmes magistrats,
Ça, c'est la composition des cohortes de professionnels. Dans les jeunes générations, c'est plus important encore. Alors, naturellement, vous avez compris qu'on n'échappe pas aux stéréotypes habituels et que autant dans les populations, le pourcentage est effectivement celui-ci, autant dans les gouvernances, entre guillemets, dans les postes d'associés dans les cabinets d'avocats ou dans les postes importants au niveau des magistrats, on baisse assez rapidement dans les quotas et on a 30% de femmes associées dans les cabinets d'avocats et ça baisse dans des cabinets très importants financiers d'affaires. On a 25% de femmes dans les hauts magistrats, donc on a toujours cette plafond de verre entre guillemets qui persiste. Et je voudrais juste dire que c'est très, très étrange de voir aujourd'hui la confrontation de ces deux choses, la dévirilisation des métiers du droit et de la justice, et inversement, l'accès du numérique et des robots dans les métiers du droit et de la justice. Donc, c'est-à-dire qu'on est pris un peu en sandwich, finalement. Peut-être que je devance un petit peu votre question. On est pris un peu en sandwich. Les femmes juristes, ah, c'est un mot facile, hein, c'est neutre, les femmes juristes, en sandwich entre notre accès en nombre au métier de conseil et de praticien du droit et de la procédure et de la justice, et l'arrivée aujourd'hui extrêmement pertinente de l'outil numérique. Donc, on va passer presque, on craint de passer d'un homme de loi au robot conseil. J'exagère un peu. Du coup, il faut qu'on trouve notre place. Du coup, comme on dit aujourd'hui tout le temps, il faut qu'on trouve notre place. Et finalement, c'est pas si simple, mais on incite les femmes à devenir les ambassadrices, les pilotes des métiers numérisés. À tel point d'ailleurs que vous avez des incubateurs partout en France. À Montpellier, l'incubateur du barreau de Montpellier est dirigé depuis des années par des femmes. Les commissions numériques, soit au national, soit ici, sont dirigées par des femmes, etc. J'arrête sur la première question. Non, mais pas du tout. Non, mais vous en avez même abordé plusieurs. Et vous évoquiez, et c'est très bien d'ailleurs, Michel, vous évoquiez ce plafond de verre. En effet, il y a une piètre représentation des femmes dans les postes, dans les hauts postes, comme on dit. Ouais. Alors, dans le barreau, c'est quand on est chef de tribu, on est bâtonnier ou bâtonnière-reux. Grand sujet rigolo. Moi, j'ai été à mon tour il y a une douzaine d'années. Et la question m'était posée, vous préférez quoi? Ça m'est égal, en fait, la fonction est utile, donc vous respectez la fonction et puis on travaille ensemble et on verra plus tard. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il a fallu qu'en 2022, donc l'an dernier, au niveau professionnel, la profession Conseil national, bizarrement, il y a une décision qui a été prise par la profession disant qu'on intégrait dans notre code déontologique la capacité des femmes bâtonniers ou bâtonnières de choisir bâtonnier ou bâtonnière, et aux femmes avocats ou avocates de choisir avocat ou avocate. À telle enseigne que des confrères hommes trouvaient encore difficile qu'on puisse féminiser le nom désignant l'exercice professionnel. C'est assez rigolo, hein. C'est pas le plus important, bien entendu, mais c'est peut-être un signe de la pérennité, en fait, de certaines représentations, bien qu'il y ait aujourd'hui plus de femmes qui soient dans le conseil. Alors, autre chose que je voudrais signaler, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure et les échanges qu'on a ce matin. Comme j'ai dit, nous avons depuis une quinzaine d'années approprié l'outil numérique quand même, hein. Et dans les métiers du droit, puisque aujourd'hui les relations entre les avocats globalement et les magistrats se font via des tuyaux qui sont des réseaux privés virtuels. Alors, réseau privé virtuel justice, J, et avocat A, que les avocats ont financé d'ailleurs, parce que l'administrature et la chancellerie n'a pas de moyens. Et beaucoup de choses sont dématérialisées. Pour autant, on a encore une sectorisation, une thématisation des orientations des métiers. Et par exemple, dans la magistrature, les fonctions de juge des enfants, de juge aux affaires familiales sont choisies par des femmes et ne sont qu'un passage, parce que la carrière des magistrats c'est un peu compliqué, c'est un zigzag, sont qu'un passage obligé pour les hommes. Dans les métiers professionnels d'avocat,
les matières familiales, sociales, les avocats de l'enfant sont majoritairement des femmes, les avocats d'étrangers sont majoritairement des femmes, les avocats en droit du travail sont majoritairement des femmes, en droit de la famille. En revanche, en droit fiscal, en droit financier, en droit bancaire, en fusion, acquisition, etc., c'est plutôt des hommes. Et c'est dans les deux sens. C'est parce que les hommes et les femmes se dirigent différemment vers les formations que je viens de citer, et qu'en face, les chefs ou chefs d'entreprise ont un peu de mal à considérer qu'une femme est assez agressive, bizarre, ça ne sert à rien, ou assez punchy, ou assez compétente pour les conseiller. Et alors, sur le droit du travail, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Adèle, c'est que IBM a annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient supprimer 8000 salariés dans le monde et remplacer par l'IA, et singulièrement les choix de remplacement sont les postes de RH, parce que finalement, on considère que les ressources humaines et la réponse pour choisir un contrat, pour fermer les contrats, c'est facilement réalisé par un outil, par un ordinateur, et mieux finalement qu'un être humain, et finalement, c'est là les femmes qui vont en pâtir. Alors, les objectifs sont un peu croisés, si vous voulez, par rapport au sujet d'aujourd'hui. Il faut que les femmes n'aient pas peur du numérique, il faut que les femmes acquièrent plus de légitimité, de compétences. Et alors, un petit message de ma directrice de Facero, c'est que le numérique, dans les quartiers, on est très heureux aujourd'hui d'avoir constaté qu'il y avait 40% de jeunes filles qui sont dans la cohorte. Donc là, on gagne en acquisition de confiance des filles et des femmes pour aller vers le numérique. Et plus il y aura de femmes qui codent, plus on aura aussi de confiance aussi vers l'outil. Et inversement, il faut faire attention que l'outil numérique, que le robot, que l'IA, ne choisisse pas, finalement, par mécanisme presque atavique, si j'allais le dire, de venir remplacer des fonctions qui ont été acquises par des femmes. Donc mon discours est un peu hybride ce matin. Donc gagnons en confiance, gagnons en utilité, gagnons les outils, ne perdons pas la capacité d'être aux côtés des personnes et des gens qui ont besoin de nous. Et dans le conseil, et je reviens sur ma casquette juriste, dans le conseil, l'outil numérique est très utile parce qu'il nous fait gagner du temps. Alors je vais faire une confidence. Hein. Quand j'ai voulu faire les stats, Olivier, qu'est-ce que j'ai fait? ChatGPT. Non, c'est pas bien. Non, je ne vous crois pas, Michel. Et si, c'est vrai. Et c'est vrai que j'avais d'abord commencé dimanche dernier par passer 1 heure sur mon ordinateur. Bon, manque de bol. J'avais un plantage de mon fournisseur d'accès. Je ne peux pas imprimer. J'aime bien regarder. Et puis, j'ai confié à ChatGPT qui, en 20 secondes, m'a sorti la même chose que moi. Donc, j'étais extrêmement vexée. Les statistiques. Mais gagnons du temps. Gagnons du temps et regagnons la capacité humaine de conseiller, l'humanité, la dignité, la conscience, le sur-mesure, et tout ça fait qu'on va combiner les deux choses. Merci Michel Tisser, et merci à vous 5 pour cette table ronde. Merci, on les applaudit, s'il vous plaît.